On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, qui pose cette question en une de son dernier numéro, celui de février. La fin de la France en Afrique. Bonjour Ziad. Bonsoir. Face à vous, Bruno Darou, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Et on va vous entendre sur Volodymyr Zelensky bientôt en France. Le président ukrainien dîne à l'Elysée ce soir, attendu d'ici une demi-heure, dit-on, par Emmanuel Macron, rejoint pour l'occasion par Olaf Scholz, le chancelier allemand venu spécialement de Berlin. Une étape entre Londres cet après-midi où il a été question de livraison d'avions de combat à Kiev et Bruxelles demain où Volodymyr Zelensky participe au sommet européen. Plus de 11 700 morts. Le bilan des tremblements de terre à la frontière turco-syrienne lui continue de grimper alors que les chances de retrouver des rescapés s'amenuisent. Bientôt 72 heures après la catastrophe et dans un froid glacial. Avant aussi les premiers reproches que l'on pouvait lire sur Twitter à l'encontre du pouvoir turc lors de la première visite, notamment de Recep Tayyip Erdogan sur les lieux du drame. C'est tout de suite, on va plus loin. On l'attend ici à Paris dans les prochaines minutes pour un dîner avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz à l'Elysée avant d'assister au sommet des 27 demain à Bruxelles. C'est désormais confirmé. Volodymyr Zelensky est en Europe ce mercredi. Deuxième fois seulement qu'il quitte le territoire ukrainien après bientôt un an d'invasion russe. Une visite débutée par un choix très symbolique. Londres, le Royaume-Uni, allié le plus résolu des Ukrainiens parmi les puissances occidentales. Thibaut Francesquet. Le président ukrainien à Londres pour rencontrer un fidèle allié. Une longue accolade, signe d'une entraide solide entre l'Ukraine et le Royaume-Uni. Si Rishi Sunak n'était pas aux commandes au début de la guerre, il assure la continuité du soutien à Kiev, entamé par Boris Johnson. Pour Volodymyr Zelensky, il ne s'agit pas d'une visite de courtoisie. Devant les parlementaires britanniques, le président ukrainien demande davantage d'aide militaire et surtout des avions de combat. Je vous le demande à vous et au monde entier, avec des mots simples et pourtant très importants. Des avions de combat pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté. Concernant les avions, Rishi Sunak dit réfléchir à la question et propose d'abord de former les pilotes ukrainiens. Depuis cette base militaire, il affirme vouloir accroître le soutien armé à l'Ukraine, avec notamment davantage de chars. Nous savons tous que la force incroyable du peuple ukrainien finira par vaincre la tyrannie. C'est pourquoi nous l'entraînons et nous l'armons avec les équipements dont il a besoin pour repousser les forces russes. Et comme je l'ai déjà dit, nous accélérons nos livraisons d'équipements militaires pour être sûrs qu'ils atteignent la ligne de front dans les jours qui viennent et non dans plusieurs mois ou années. Des équipements décisifs pour mener à la victoire selon le président ukrainien qui s'est montré confiant sur la question. Je pense qu'ensemble, nous allons parcourir ce chemin difficile vers une victoire commune. Après Westminster, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Buckingham Palace où il a rencontré le roi Charles III. Prochaine étape, Paris, où le président ukrainien est reçu par Emmanuel Macron en présence du chancelier allemand Olaf Scholz. C'est donc une rencontre à trois qui aura lieu à Paris ce soir. Volodymyr Zelensky qui a rencontré Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Bruno, comment lire l'enchaînement de ces rencontres qu'aura Zelensky durant ce voyage, l'ordre dans lequel elles se déroulent? Écoutez, l'ordre est assez logique, voyage en Europe occidentale, parce que, alors, de la part de l'ensemble des Européens, il y avait eu un peu de grincement de dents, disons, sur le fait qu'il allait à Washington et uniquement à Washington au mois de décembre. Donc l'appel a été entendu, d'autant plus que l'Ukraine se trouve dans une situation délicate sur plusieurs points du front, notamment à Barmout. Et donc, comme toujours, Volodymyr Zelensky se rend en Europe pour dire d'un côté merci et de l'autre c'est bien mais c'est pas assez, donnez-moi des armes, plus d'armes, et en l'occurrence là de l'artillerie lourde et des avions. Et donc pour l'ordre, eh bien il choisit d'abord Londres qui est le deuxième fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine. Donc là il a reçu quand même un accueil extrêmement chaleureux, vous l'avez vu, il s'exprimait devant le Parlement, il a été reçu par Rishi Sunak, par le roi, donc il voulait vraiment marquer le coup sur le côté un peu spécifique de l'allié britannique qui était aux côtés de l'Ukraine dès le début de la guerre, qui n'a pas tergiversé, qui est resté sur sa ligne, qui a été efficace, carré, bref, à qui on peut faire confiance. Donc c'est à lui que revenait l'honneur. Et puis on a appris ensuite qu'il y avait quand même, on a envie de dire, l'arrêt à Paris avec le chancelier allemand, c'est-à-dire les alliés européens qui sont quand même
très important, mais où il y a eu parfois des crispations. On avait peu apprécié à Kiev l'expression d'Emmanuel Macron, il ne faut pas humilier la Russie. On a peu apprécié le fait que les Allemands aient tardé avant de donner leur feu vert à la livraison des chars Léopard. Bon, avec Paris, apparemment, les choses se sont améliorées. Avec Emmanuel Macron, hein, c'est ce que dit le président Zelensky dans une interview accordée à nos confrères du Figaro. Et du coup, il a l'impression que maintenant, il va pouvoir demander à Emmanuel Macron et Olaf Scholz ce qu'il demande aussi aux Britanniques, c'est-à-dire de l'artillerie lourde et des avions de combat. Une reconnaissance du rôle éminent des Britanniques, Ziad, avant les Français et surtout les Allemands. C'est comme ça qu'il faut comprendre cet enchaînement. Mais je crois qu'il y avait un ordre. Hein. Le premier voyage, c'était les États-Unis. Premier contributeur. Et la Pologne aussi dans la foulée. Ah, oui, mais voilà, donc je pense que... Je ne sais pas si c'est... Bon, c'est clair que le Royaume-Uni, il fallait montrer... ça joue dans les deux sens, la campagne de com'. C'est-à-dire que pour un Premier ministre anglais qui est un petit peu du plomb dans l'aile, avec une majorité compliquée, avec une crise économique, là, on sort toute l'imagerie de guerre avec un personnage qui est quand même assez populaire, qui est un président d'un pays agressé. Donc, c'est du donnant-donnant. Un peu, ouais. Ouais, il y a un côté donnant-donnant avec les Britanniques. Il y a un côté plus factuel avec la France et l'Allemagne, mais qui sont quand même, quoi qu'on ne fasse, des pays incontournables pour l'Ukraine. Et puis demain, il y a cette espèce de truc bizarre à Bruxelles et en particulier avec Charles Michel, alors qu'il y a eu une réunion UE-Ukraine il y a quelques jours à Kiev. C'est signifiant quand même que la rencontre ce soir se passe à Paris et pas à Berlin. C'est-à-dire que Olaf Scholz vienne en France et pas l'inverse. Je ne sais pas si dans la précipitation, on calcule tous ces... Il y a aussi des questions de sécurité. Il ne doit pas rester trop longtemps hors de l'Ukraine. Là, ça faisait Londres, il y avait Bruxelles, Paris, s'il y avait Berlin en plus. Bon, mais de fait, c'est Olaf Scholz. On craint quoi en Ukraine en son absence ? On craint quoi en Ukraine en son absence ? On peut tout craindre. On peut même craindre qu'il soit attaqué hors d'Ukraine. Enfin, je veux dire, c'est la guerre. Hein. Là, on est dans une séquence qui est très diplomatique. La réalité, comme tu le disais, c'est que sur le front, c'est vraiment la guerre. Il y a des vagues d'assaut russes qui se succèdent aux vagues d'assaut. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans ces séquences, on voit très bien qu'on est encore dans une phase d'intensification du conflit. Parce que quand les Anglais, par exemple, disent on peut parfaitement... Il n'y a pas de tabou sur les avions. Il n'y a qu'à regarder ce que les Anglais ont comme avions. Ils ont des F-16 et des F-35, c'est des avions américains. Voilà, donc on est toujours dans ce moment où l'escalade est continue, où l'Europe tente de répondre à la pression russe sur l'Ukraine. On pensait que la Russie serait plus fragile, elle se révèle à la fois plus solide intérieurement sur le plan économique et en même temps ils sont prêts à sacrifier visiblement sans trop d'état d'âme des vagues de mercenaires ou de soldats ou de conscrits. Donc la pression russe est très forte. Donc voilà, l'idée c'est de montrer que le front est vivant, il ne cède pas, l'alliance ukraino-européenne-américaine ne cède pas, alors que sur le terrain, c'est dur. On va retrouver Gulliver Krag qui est avec nous en direct de Kiev. Gulliver, que vient dire ou demander Volodymyr Zelensky ce soir à Emmanuel Macron et Olaf Scholz ? Je pense que la même chose qu'il a demandé aux Britanniques, à savoir des avions de chasse. Après avoir obtenu la promesse des chars de combat, après de longues semaines de débat, l'Ukraine est tout de suite passée à la vitesse supérieure pour demander des avions de chasse. Mais cela ne devrait surprendre personne. C'est ce qu'ils disent en réalité depuis des mois. Et ils sont conscients qu'il faut y aller par étapes avec les alliés. Mais ils ont assez clairement défini les étapes bien avant d'obtenir la promesse des chars. Ils avaient dit, une fois qu'on aura obtenu la promesse de recevoir des chars, on va demander des avions de chasse parce que c'est vraiment des avions de chasse dont ils ont besoin. L'argument des Ukrainiens, finalement, est très simple. Ils sont complètement convaincus, ou en tout cas, ils veulent présenter l'image à leurs alliés, qu'ils sont complètement convaincus qu'ils veulent gagner cette guerre et qu'ils peuvent gagner cette guerre. Et à partir du moment où on croit que l'Ukraine peut gagner cette guerre, alors l'argument paraît assez logique de leur donner le maximum d'armes le plus vite possible afin de terminer la guerre plus vite possible. Avec quel horizon réaliste pour ces fameux avions de chasse, Gulliver ? Parce qu'on sait, ils ne les obtiendront pas avec la possibilité de les employer du jour au lendemain.
Oui, c'est là où ils ne sont pas forcément très réalistes, les Ukrainiens, parce qu'ils parlent de ces avions de chasse comme s'ils allaient pouvoir les recevoir sous quelques mois, alors qu'on sait que la durée de la formation d'une pilote pour un F-16 ou quelque chose comme ça, c'est des avions complètement différents des avions que les pilotes ukrainiens ont utilisés jusque maintenant. Je pense qu'il faut 9 mois minimum, sinon plus d'1 an. Alors c'est en réalité quelque chose que l'Ukraine peut espérer obtenir après de longs mois. Mais la promesse faite par le Royaume-Uni aujourd'hui de commencer dès à présent la formation sur ces avions, ça, ce sera considéré en Ukraine comme un pas très important. Merci Gulliver. Vous restez avec nous. Bruno Darroux, les Britanniques disent étudier cette possibilité, effectivement. Ça a été un peu la nouveauté du jour, alors que ce n'était pas totalement clair en début de journée. Londres prêt à une nouvelle fois ouvrir la voie aux Occidentaux? Oui, alors pour être tout à fait équilibré pour le coup, les Français aussi ont ouvert la voie, par exemple sur les chars. D'ailleurs, Zelensky le dit dans cette fameuse interview du Figaro. Donc bon, les Anglais, cela dit, ils ont aussi ouvert la voie. Après, là, concernant la formation des pilotes ukrainiens qui a déjà commencé, si on comprend bien, dans le sud de l'Angleterre, dans le Dorset, là où se sont rendus les 2 hommes en fin d'après-midi. En fait, c'est comme s'ils disaient, on va arrêter de fournir des armes sans qu'il y ait eu de formation. Donc, on commence par former les pilotes, et quand les pilotes seront formés, eh bien, on donnera les avions. Mais même dans la formulation de Rishi Sunak au moment de la conférence de presse il y a quelques heures, il disait un peu comme Emmanuel Macron en fait sur les avions. Il disait rien n'est exclu. Exactement mot pour mot ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est-à-dire que et c'est évidemment le problème vu la situation, à moyen long terme, on n'exclut rien de livrer des avions de chasse, que ça provienne du Royaume-Uni ou de France, mais c'est pas possible. De toute façon, ce n'est pas possible. Il y a le problème de formation, il y a le problème de disponibilité des appareils, donc c'est pas possible tout de suite. Et le problème, c'est qu'il y a toujours ce décalage entre les annonces de fourniture d'armes et puis le calendrier sur le terrain qui actuellement est pas très favorable aux Ukrainiens. Donc la question c'est s'il y a une offensive russe de printemps, comme on dit, ou même qui pourrait commencer dans 2-3 semaines, c'est ce qu'a disait l'ancien président ukrainien Poroshenko dans une interview sur une chaîne concurrente et néanmoins amie, comme on dit, il va se passer des choses dans 2 semaines, c'est-à-dire au moment du premier anniversaire. À ce moment-là, comment les Ukrainiens vont pouvoir réagir, parce qu'ils n'auront pas ni les chars ni les avions de combat. Oui, le temps presse. Est-ce qu'il ne presse pas trop, finalement, pour permettre même aux Ukrainiens de faire usage des armes qu'ils réclament? Non, le temps presse. Encore une fois, parce que il y a eu soit une sous-estimation, soit une extrapolation de l'affaiblissement russe, et que l'affaiblissement il vient pas, et donc ils sont plutôt sur l'offensive, l'Ukraine est plutôt sur la défensive, donc ça change même. Moi je suis pas spécialiste de l'armement, mais je pense que ça doit même changer une partie de la réflexion sur le matériel, le quand, le comment, etc. La deuxième chose qui me frappe symboliquement, c'est à quel point cette affaire est européenne. Les Américains avaient l'air dans une autre planète avec le discours sur l'état de l'Union, où on a finalement pas parlé tant que ça de l'Ukraine. On a parlé de la Chine, on a parlé de problèmes intérieurs, on a parlé de Medicare, on parle de l'affrontement. Mais d'un seul coup, on voit à quel point cette guerre est au cœur de l'Europe, à quel point cette guerre concerne l'Europe et son voisinage avec la Russie, à quel point c'est essentiel la question ukrainienne, parce que c'est tout l'équilibre, encore une fois, du continent européen. Et donc, c'est assez vertigineux. C'est peut-être ça qu'a réalisé d'ailleurs le président Zelensky en décidant cette tournée. C'est vraiment vertigineux. C'est-à-dire que si ce front-là cède, si le front européen cède, c'est vraiment c'est pas rassurant. Quel que soit X, le président américain, je crois, a dit quel que soit X, c'est aussi longtemps qu'il le faudra. Mais ça les engage moins directement que les pays européens. Disons qu'il y a les deux temporalités. C'est-à-dire qu'il y a la temporalité là immédiate dans les 2, 3, 4, 5 semaines là, si les Russes lancent leur offensive de manière assez massive, comment les Ukrainiens vont pouvoir réagir. Apparemment, il a été discuté à Londres et sans doute ce sera à Paris aussi du fait que les Occidentaux, les Européens devaient fournir aussi beaucoup plus de munitions et d'obus. Oui, parce qu'on en crame à une vitesse. Voilà, parce qu'ils en crament à une vitesse supersonique. Donc, ça, c'est la temporalité immédiate. Et puis après, tout ce qui est décidé quand même et annoncé aujourd'hui, ça veut dire quand même, et pour les Européens, c'est quand même très important, qu'on s'inscrit dans une temporalité longue, puisque les avions de chasse, les chars qui seront là dans quelques mois, ça veut dire que tout le monde a compris que la guerre serait encore là. Gulliver,
on l'évoquait, l'engagement européen. Il sera demain au Conseil européen, Volodymyr Zelensky. C'est important pour le moral des Ukrainiens dans cette guerre de se sentir physiquement parmi les 27 dans les images que l'on va voir demain. Oui, juste d'abord, je pense qu'il y a quelque chose à dire sur ce qui se passe sur le terrain militaire. C'est que même si les Ukrainiens ne vont pas recevoir ces nouvelles armes aussi rapidement pour pouvoir contrer une offensive russe dans les semaines très proches, c'est que les Russes ne sont pas prêts non plus. Et si les Russes croient que l'Ukraine va recevoir ces armes au printemps, fin printemps, ils sont tentés de mener leurs offensives plus tôt. Et ça, c'est un calcul, je pense, qui est fait en Ukraine, à Kiev. Les Ukrainiens en sont conscients de peut-être tenter les Russes de commencer leurs offensives alors qu'eux non plus n'ont pas fini de former les nouvelles hommes mobilisés. Pour ce qui est des rencontres à Bruxelles demain, je pense que là, il va s'agir autant de l'intégration européenne de l'Ukraine que des demandes d'armes. Et là, ce n'est pas vraiment la question symbolique pour les Ukrainiens de voir Zelensky en personne à Bruxelles plutôt que communiquant par vidéo. Je pense que c'est plus vraiment au sens plus pratique et dans les chances que Zelensky aura vraiment de convaincre ses homologues européens de la sincérité de l'Ukraine à mener les réformes et tout ça. Le fait de les rencontres en personne, je pense que les Ukrainiens comptent sur le charisme de leur président pour mieux convaincre les alliés européens. Ziad Limam. Il y a un point aussi sur le voyage de demain. Je pense qu'il y a un aspect financier aussi qui joue, en dehors de l'aspect militaire, c'est-à-dire le package de reconstruction, de soutien, énergie, infrastructure, parce que l'Ukraine est un pays, on n'ose pas dire dévasté, mais quand même, je veux dire, il y a les frappes permanentes, les missiles, les centrales électriques, les adductions d'eau, les routes, les autoroutes, des villes rasées, etc. Donc se pose la question, à terme aussi, alors quel est le terme, mais d'un soutien permanent financier pour que le pays ne cède pas, et l'Union européenne reste un des bailleurs de fonds, surtout si elle affirme que la destinée de l'Ukraine, c'est de rentrer en Europe. Et donc, mais ça, ils se sont engagés quand même à Kiev. Oui. Donc du coup, on a un engagement financier aussi à suivre pour aider ce pays à se construire. Alors les chiffres sont assez spectaculaires. Hein. Ça circule entre 100, 200, 300, 500 milliards. Enfin, on entend tout. Et une dernière petite chose sur le voyage de demain à Bruxelles, parce qu'évidemment, il va se rendre au Parlement européen, il va sans doute rencontrer le Conseil européen. Mais évidemment, il y a une autre instance qui est située à Bruxelles, c'est l'OTAN. Donc, est-ce qu'il se déplacera à l'OTAN? Évidemment, là, symboliquement, ce serait très fort et ce serait évidemment très mal perçu par Moscou. Et on va suivre évidemment ces rencontres demain. L'Union européenne qui décidément se démultiplie, elle compte organiser une conférence des donateurs. Ce sera début mars à Bruxelles. Objectif, mobiliser des fonds afin d'aider la Turquie et la Syrie après le séisme dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Bientôt 72 heures après les premières secousses, alors que les chances de retrouver des rescapés s'amenuisent. On déplore au moins 11 700 morts, alors que les premières critiques fusent côté turc contre le président Recep Tayyip Erdogan. Il s'est rendu pour la première fois sur l'un des lieux de la catastrophe dans la province de Hatay. Julie Dungeloff. On était aujourd'hui dans un village à 1h30 de Gaziantep, un village rural avec beaucoup d'agriculteurs qui étaient très critiques vis-à-vis du gouvernement et du manque de réponse apportée suite à ce tremblement de terre. Ils me disaient, voyez, on est là depuis 72 heures et on vient seulement aujourd'hui de nous apporter un peu d'aide. Un peu d'aide, ça veut dire du pain, un peu d'huile, quelques couches pour les enfants, mais ces gens n'ont plus rien. Et ils critiquaient fortement. Un homme me disait, nous n'avons plus d'État, nous n'avons pas d'État coordonnés. Que font-ils? Pourquoi personne n'est venu nous voir? Donc à la fois il y a un soulagement d'être vivant, bien sûr, parce qu'ils voient autour d'eux le nombre de personnes en deuil, et en même temps ce sentiment de colère ne cesse d'augmenter. Il faut dire que les conditions climatiques sont terribles, il fait moins 15 degrés la nuit et que ces personnes n'ont pas de tente, n'ont pas d'abri, n'ont rien pour dormir. J'ai pu voir une femme qui était en train d'organiser l'arrière d'un camion agricole pour y loger ses enfants avec des couvertures de fortune, en train d'essayer d'aller dans sa maison pour essayer dans ce qu'il en restait, pour essayer de retrouver un peu de vaisselle, un peu de vêtements, car beaucoup d'habitants sont tout simplement encore en pyjama, puisque le tremblement de terre les a saisis pendant la nuit. Donc un sentiment de grande détresse et un sentiment de colère aussi qui monte au sein de la population. En tout cas, c'est ce que nous avons pu constater sur le terrain aujourd'hui.
Habitat précaire, retard dans les secours, impréparation des services de l'État. Ces critiques, Ziad, on pouvait les lire sur Twitter jusqu'à ce que le réseau devienne soudain inaccessible en Turquie. Il ne faut pas oublier qu'on est en année électorale, que le régime costaud mais usé n'avait pas besoin d'une tragédie humanitaire qui montre quand même les failles organisationnelles, etc. Après, faut mesurer l'ampleur de ce qui s'est passé physiquement. C'est-à-dire, c'est un séisme d'amplitude 7,8. C'est vraiment une amplitude très très élevée. Quand on regarde sur la carte, la zone touchée, c'est pratiquement la moitié de l'Allemagne ou la moitié de la France, si ça arrivait chez nous, avec une intensité phénoménale. Donc, j'ai lu un chiffre, mais qui est repris par les sismologues, que la Turquie s'est déplacée de 3 mètres. Ce qui pour eux est un chiffre absolument incroyable. Donc voilà, il s'est passé quelque chose de terrifiant avec un pays qui est supposé être préparé comme la Turquie, parce qu'ils sont sur cette fameuse faille Anatolie-Arabie, et qui visiblement ne l'est pas, et un pays qui est dévasté par la guerre, qui est sous sanctions internationales, qui est la Syrie, et qui a donc un accès très difficile à l'aide. Et je ne sais pas ce qui se passe dans les régions du nord-ouest de la Syrie, mais ça doit être cataclysmique par rapport à ce qui se passe, plus encore cataclysmique que par rapport à ce qui se passe en Turquie. C'est tout l'enjeu de ces dernières, effectivement, 72 heures. C'est là d'abord la différence de situation. Et puis là, on le voit maintenant, ces premières critiques. On s'attendait un peu à ce que cette catastrophe prenne quand même un tour, il faut bien le dire, un peu politique en Turquie, Bruno. Oui, parce qu'il y avait plusieurs ingrédients. D'abord, comme l'a dit Ziad, on est en période pré-électorale. Enfin, on peut même dire que Erdogan a déjà commencé sa campagne électorale. De toute façon, c'est lui qui a avancé les élections législatives et présidentielles. Donc ça le concerne directement au 14 mai. Donc c'est dans pas longtemps. Donc évidemment, pour lui, c'est pas une bonne nouvelle. En plus, les régions qui sont visées, il y a beaucoup de Kurdes qui y vivent. Et donc, on pouvait s'attendre aussi à ce que la colère monte, notamment contre le manque de réaction de l'État, mais ça, à la rigueur, vu la difficulté de parvenir sur place, etc., c'est un peu ce qu'a dit Erdogan, ça peut, à la rigueur, se comprendre, même si ça n'enlève rien à la colère des habitants, évidemment. Mais surtout, ce qui est mis en cause, déjà, c'est un peu la politique d'urbanisation de l'AKP, le parti d'Erdogan au cours des 20 dernières années. Et malgré une législation qui avait été adoptée après le premier séisme en 99 à Izmit, enfin le séisme de 1999 à Izmit, qui obligeait les nouvelles constructions à être dotées de normes antisismiques. Bon, visiblement, il y a beaucoup de gens sur place qui disent, évidemment, ça n'a pas été fait dans le sud du pays. Donc voilà, et puis c'est aussi une région, il ne faut pas l'oublier, où il y a 3 500 000 ou 3 600 000 réfugiés syriens qui, eux, comprenant qu'ils devraient rester beaucoup plus longtemps que prévu, avaient commencé à se construire des petites habitations en dur, mais qui, évidemment, alors là, il n'y avait aucune fondation, donc tout ça s'est écroulé. Bref, l'ensemble de ces facteurs humains, politiques aussi, pouvait laisser voir qu'effectivement, il y aurait assez vite des polémiques. D'ailleurs, il y a certains maires de grandes villes, dont le maire d'Istanbul, je crois, qui sont rendus sur place, qui sont plutôt dans l'opposition, et qui, évidemment, ont commencé à critiquer le pouvoir en place, parce que, encore une fois, il y a aussi ce contexte politique. Et comme nous le disait notre correspondant Ludovic de Foucault, la Turquie est de toute façon un pays extrêmement politisé et extrêmement clivé, quoi. Oui, vous vouliez ajouter ? Non, mais surtout, ils savent où ils sont. Donc, on pourrait espérer qu'il y ait des espèces de plans systématisés qui se mettraient en marche dans la demi-seconde. L'armée, les secours, parce qu'il y a eu beaucoup de désorganisation, les avions de Turquie qui n'arrivaient pas. Donc, il y a un sentiment d'impréparation et d'imprévoyance. Il y a un sentiment que c'est peut-être pas suffisamment pris au sérieux depuis Izmit, depuis toutes ces catastrophes. Il paraît qu'il y a des centaines de tremblements de terre par an dans la région. C'est-à-dire que des petits, tout petits. Donc c'est clair qu'on vit avec. Et donc on devrait être, peut-être pas comme le Japon, qui est surpréparé. Quand on voit les tours qui bougent au Japon et qui tombent pas, bon, c'est vrai qu'on a une population plus pauvre, mais quand même, je pense que c'est ça le fond de la discussion, c'est pourquoi on n'est pas prêt. C'est-à-dire que, cela dit, même les sismologues étaient un peu étonnés par l'ampleur de la violence, voilà.
Un mot du drame donc vécu, on l'a évoqué bien sûr avec ces réfugiés, mais côté syrien, Bruxelles reconnaît avoir reçu une demande formelle d'aide de Damas par le biais du mécanisme de protection civile. On a raison côté européen d'être vigilant à ce que l'aide ne soit pas détournée, notamment par un régime qu'il faut le rappeler sous sanctions internationales depuis 2011. Non, mais c'est très compliqué parce que d'abord, on n'a plus de politique syrienne. Donc la France, les grands pays européens n'ont plus de politique vis-à-vis de la Syrie, à part de voir comment ça va tourner. Les Syriens ont rouvert des canaux avec un certain nombre de pays arabes. Ils ont rouvert des canaux avec la Turquie. Il n'y a pas eu d'effet spectaculaire, mais c'est un pays qui est moins encerclé qu'il ne l'était, un petit peu moins, avec un régime qui ne cède pas. Et sur le terrain, il y a des situations inextricables. C'est-à-dire, vous avez des zones sous contrôle rebelle qui sont collées à des zones sous contrôle gouvernemental. Comment vous faites pour distribuer de l'aide? C'est-à-dire, vous la distribuez à gauche, vous la distribuez pas à droite. Il y a beaucoup de gens qui commencent à écrire que dans ce genre de cadre, avec une tragédie de cette ampleur, il faudrait s'en tenir au respect strict des sanctions, c'est-à-dire les produits qui sont dans les sanctions, mais il faut aussi trouver un moyen de soutien humanitaire rapide, parce qu'encore une fois, la situation est aussi grave en Syrie qu'en Turquie, sauf qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On n'a que des témoignages parcellaires, on a des images, mais visiblement, c'est le même degré de destruction et donc de souffrance. Enfin, ça doit même être pire dans la région d'Idlib, oui. Justement. C'est-à-dire, eux, c'est la double peine. C'est-à-dire, comme en Turquie, c'est le désastre. Avec le seul corridor de passage, pour l'aide qui passe par la Turquie, le problème, c'est qu'il a été endommagé par le CIS. Alors, il a été endommagé. Là, j'ai lu que peut-être, là, dans les prochaines heures, ils espèrent pouvoir le rouvrir. Mais les autres points d'accès qui sont situés en Syrie, eux, restent fermés. Et il faudrait que... c'est très compliqué que les autorités syriennes arrivent à se mettre d'accord avec des groupes rebelles pour aller secourir des gens que le régime de Damas ne cesse de combattre quand même. Et évidemment, le régime de Damas, quand il va recevoir de l'aide internationale, il va préférer que tout ça aille à l'attaquer, Alep, etc., que dans cette région-là. Donc là aussi, malheureusement, cette politique un peu macabre ressurgit à la faveur de cette catastrophe, quoi. 12 ans de guerre. Oui. Ah oui, c'est terrible. 12 ans de guerre, un séisme de cette ampleur-là. J'ai lu un article d'un journal confrère et frères et amis, etc., où ils expliquaient très bien que tout avait été reconstruit un peu vite aussi après la guerre dans certains quartiers, que les gens ne voulaient pas se déplacer, donc ils ont reconstruit comme ils ont pu, et que tout ça évidemment est tombé comme un château de cartes. Merci Ziad Limam et Bruno Darroux, c'était On va plus loin. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct.